L'industrie est le nerf de la guerre et de la paix. Formule attribuée à la tradition saint-simonienne, celle qui a formé toute une génération d'industriels français du Second Empire. Une formule qu'Alexis Godillot aurait pu signer lui-même, lui qui a habillé, chaussé et équipé des centaines de milliers de soldats français et bâti à Saint-Ouen l'une des manufactures les plus étonnantes du XIXe siècle. Saint-Ouen, 1860. Sur les bords de la Seine, une odeur âcre de cuir tanné et de colle chaude flotte au-dessus des ateliers. Des centaines d'ouvriers s'activent en silence, des cordonniers, des selliers, des couturières. Des machines à vapeur grondent sourdement dans le fond des hangars. À la tête de tout ça, un homme de 50 ans, élégant, impeccablement chaussé, naturellement. Il s'appelle Alexis Godillot. Son nom, vous le connaissez peut-être sans le savoir. Car Alexis Godillot est l'un de ces rares industriels dont le nom propre est devenu un nom commun. Dans les tranchées de 1914, dans les chambrées de toutes les guerres françaises du XIXe siècle, les soldats appellent leurs brodequins militaires des Godillots. Son nom est entré dans la langue, pas en lettres d'or sur un monument, en semelles cloutées dans la boue des champs de bataille. Qui était vraiment Alexis Godillot? Un fournisseur de l'armée parmi d'autres? Un opportuniste du Second Empire? Ou quelque chose de plus complexe? Un entrepreneur visionnaire qui a compris avant tout le monde que l'industrie textile et la logistique militaire pouvaient être une science, pas seulement un commerce? L'histoire commence à Paris. Elle passe par l'Algérie, par la Crimée, par le Mexique, par la guerre de 1870, et elle s'ancre ici, à Saint-Ouen, dans les vastes ateliers que Godillot a construits sur les rives de la Seine pour en faire l'une des manufactures les plus importantes de l'Empire. Nous sommes sous le Second Empire, le règne de Napoléon III de 1852 à 1870. C'est une époque de modernisation accélérée de la France. Les chemins de fer se multiplient, les villes s'agrandissent, Paris est éventré et reconstruit par Haussmann. Et l'industrie connaît une croissance que la génération précédente n'aurait pas cru possible. Dans ce contexte, l'armée française est une machine qui consomme. Elle consomme des hommes, bien sûr, mais aussi des uniformes, des chaussures, des sacs, des selles, des tentes, des gamelles. L'intendance militaire est un marché gigantesque et les industriels qui savent s'y positionner peuvent faire fortune, à condition de livrer en temps, en quantité et en qualité. La France mène alors plusieurs guerres de front. La guerre de Crimée de 1854 à 1856 contre la Russie. La guerre d'Italie en 1859. L'expédition du Mexique dans les années 1860. Ces conflits lointains posent un défi logistique colossal, équipés des dizaines de milliers de soldats déployés à des milliers de kilomètres, dans des conditions climatiques extrêmes avec des délais impossibles. La banlieue nord de Paris, dont Saint-Ouen, joue un rôle central dans cet effort industriel. Proche des voies ferrées qui montent vers le nord et l'est, proche de la Seine qui permet le transport par barge, ces communes sont idéales pour installer de grandes manufactures. Les terrains y sont moins chers qu'à Paris, la main-d'œuvre ouvrière y est disponible. Et les autorités municipales y sont généralement favorables à l'industrie. C'est dans cette géographie industrielle que Godillot s'installe. Et ce n'est pas un hasard. Les origines, un fils de sellier. Alexis Godillot naît le 14 novembre 1816 à Paris, dans le quartier du Marais. Son père est sellier, un artisan du cuir qui fabrique des harnais et des équipements pour chevaux. Le jeune Alexis grandit donc dans l'odeur du cuir et dans l'univers des métiers de la peau. Ce n'est pas une naissance illustre, c'est une naissance utile. Il apprend le métier dans l'atelier paternel, puis élargit sa formation. Au début des années 1840, il crée sa propre maison de commerce spécialisée dans la fourniture d'articles militaires, chaussures, sellerie, équipements de campagne. Il travaille d'abord en sous-traitant pour des fournisseurs plus grands, puis décroche progressivement des marchés publics directement. L'Algérie et la Crimée, le tremplin. La conquête et l'administration de l'Algérie, entamée en 1830 et toujours en cours sous le Second Empire, représentent pour Godillot un premier grand marché. Équiper les régiments d'Afrique, les Zouaves, les Spahis, les chasseurs d'Afrique, dans un climat radicalement différent du sol français, exige des solutions nouvelles.
Godillot les trouve, il adapte les modèles, teste les matériaux, optimise les coûts. Mais c'est la guerre de Crimée qui le propulse vraiment. En 1854-1856, la France engage plus de 300 000 hommes dans ce conflit difficile en Turquie et sur les rives de la mer Noire. L'intendance est catastrophique. Les soldats manquent de tout, les chaussures se décomposent dans la boue, les uniformes ne résistent pas au froid. L'armée cherche désespérément des fournisseurs capables de livrer vite et bien. Godillot est là, il livre, il tient ses délais, il honore ses contrats quand d'autres défaillent. Cette réputation de fiabilité dans la tempête, c'est le capital le plus précieux qu'un fournisseur militaire puisse construire. À l'issue de la Crimée, Alexis Godillot est connu du ministère de la Guerre. Ses contacts sont noués. Sa maison est reconnue. La croissance peut commencer. Saint-Ouen, la manufacture. Dans les années 1856-1860, Godillot investit massivement. Il achète des terrains à Saint-Ouen, sur les bords de la Seine, et y fait construire une manufacture intégrée, l'une des plus grandes et des plus modernes de la région parisienne pour le travail du cuir et du textile militaire. L'établissement de Saint-Ouen n'est pas seulement une usine, c'est un complexe industriel, des ateliers de cordonnerie, de sellerie, de confection textile, des magasins de stockage, des bureaux, des logements pour les contremaîtres. À son apogée, la manufacture emploie plusieurs centaines d'ouvriers, hommes, femmes et enfants selon les pratiques de l'époque, et produit des milliers de paires de chaussures, de sacs et d'équipements par semaine. La Seine est l'artère logistique de l'ensemble. Les matières premières, cuir brut, tissu, métal, arrivent par barge depuis les ports normands ou depuis Paris. Les produits finis repartent par le même chemin vers les dépôts militaires et les gares. Saint-Ouen est à cet égard une position stratégique parfaite. Godillot n'est pas seulement un patron, il est aussi un organisateur. Il introduit dans ses ateliers des méthodes inspirées de ce que l'on appelle alors la grande industrie. Division du travail, standardisation des pièces, contrôle qualité à chaque étape. Ce que Frederick Taylor théorisera quelques décennies plus tard, Godillot le pratique empiriquement dans ses hangars de banlieue. L'apogée, fournisseur de l'Empire. Les années 1860 sont les années du triomphe. Godillot est fournisseur officiel de l'armée impériale. Il équipe les soldats français au Mexique, l'expédition de Maximilien, et dans les multiples opérations coloniales que mène le Second Empire en Asie et en Afrique. Son réseau ne se limite pas aux chaussures. La maison Godillot fournit aussi des tentes, des havresacs, de la maroquinerie militaire, des équipements pour les chevaux. C'est une entreprise totale, presque un équipementier moderne avant l'heure. Il reçoit des distinctions officielles, fréquente les cercles du régime. Napoléon III visite ses ateliers, une consécration pour tout industriel de l'Empire. Godillot est à ce moment-là l'un des hommes d'affaires les plus en vue de la banlieue parisienne. La débâcle de 1870 et l'après, la guerre franco-prussienne de 1870 bouleverse tout. En quelques semaines, l'armée impériale est écrasée à Sedan. Napoléon III est fait prisonnier, l'Empire s'effondre, la République est proclamée, et Godillot, fournisseur emblématique du régime défunt, se retrouve dans une position délicate. Les commandes continuent pourtant. La guerre de 1870, puis la Commune, puis la reconstruction de l'armée républicaine maintiennent une demande. Mais le contexte politique a changé. Les nouveaux gouvernants de la République regardent avec méfiance les hommes enrichis sous l'Empire. Godillot doit se repositionner, naviguer. Il y parvient en partie. La manufacture de Saint-Ouen continue de fonctionner dans les années 1870. Mais Alexis Godillot, déjà âgé, commence à se retirer progressivement des affaires. Il meurt le 26 juillet 1893 à Paris, à l'âge de 76 ans. Sa fortune est considérable. Son nom, lui, s'est déjà détaché de sa personne pour entrer dans le langage commun. L'homme au-delà du fournisseur. Ce qui est peu connu d'Alexis Godillot, c'est qu'il n'était pas seulement un industriel. Il était aussi un homme de goût, collectionneur d'objets d'art, mécène à la marge, amateur d'architecture. Il a fait construire à Paris, avenue de Wagram, un hôtel particulier de style mauresque qui a frappé ses contemporains par son originalité.
Une façade ornementale inspirée de l'Alhambra, des carreaux de faïence, des arcs outrepassés. Un caprice d'un homme enrichi par l'Algérie militaire et qui en avait rapporté une fascination pour les formes de l'art islamique. Cet hôtel Godillot a eu une vie longue après sa mort. Transformé, revendu, il a traversé le XXe siècle sous diverses fonctions. Il témoigne d'une époque où les grandes fortunes industrielles cherchaient à se légitimer culturellement, à montrer qu'elles n'étaient pas seulement des machines à produire, mais aussi des acteurs de la vie de la cité. On trouve aussi trace de la générosité de Godillot dans certains dons aux hôpitaux militaires, dans des participations à des souscriptions publiques. Était-ce philanthropie sincère ou calcul de réputation? Probablement les deux, comme souvent chez les grands industriels de l'époque. Ce mélange de pragmatisme et de souci d'image est peut-être ce qui définit le mieux l'homme. Ce que son nom dit de lui. Il y a quelque chose d'étrange et de beau dans le fait qu'un industriel soit immortalisé non pas par un monument, non pas par une rue à son nom, bien qu'il en existe, mais par un mot du dictionnaire. Le godilot désigne encore aujourd'hui dans le langage familier une grosse chaussure, une godasse. C'est une immortalité populaire et involontaire qui dit quelque chose de la façon dont un industriel peut laisser une trace dans la vie quotidienne des gens. Les zones d'ombre. Soyons honnêtes, Godillot n'est pas une figure sans ambiguïté. Son enrichissement repose sur des marchés militaires obtenus dans un régime autoritaire, le Second Empire, où les faveurs politiques jouaient un rôle que les archives ne documentent pas toujours avec précision. La question des conditions de travail dans ces ateliers de Saint-Ouen mérite aussi d'être posée. Dans les manufactures de l'époque, le travail des enfants était courant, les horaires étaient longs, la protection sociale inexistante. Godillot n'était pas plus mauvais patron que ses contemporains, mais il n'était pas nécessairement meilleur non plus. Il y a par ailleurs une lacune archivistique réelle sur la manufacture de Saint-Ouen. Les archives industrielles de l'entreprise ont en grande partie disparu. Incendie, destruction, dispersion. Ce que nous savons des conditions de production, des effectifs précis, des salaires pratiqués, reste fragmentaire. L'histoire sociale de cet établissement reste à écrire en grande partie. Enfin, la transition de l'Empire à la République dans les affaires Godillot mériterait une étude plus fine. Dans quelle mesure a-t-il bénéficié de protection politique sous Napoléon III qu'il n'aurait pas obtenue autrement? La question reste ouverte. Ce que Saint-Ouen lui doit, et réciproquement. Saint-Ouen lui doit des emplois, des centaines d'emplois, sur plusieurs décennies, dans une banlieue ouvrière qui en avait besoin. Elle lui doit aussi une place dans l'histoire industrielle de la région parisienne. La Seine-Saint-Denis d'aujourd'hui, avec son passé manufacturier, porte dans ses gènes une part de ce que des hommes comme Godillot ont construit. Et Godillot doit à Saint-Ouen ce que toute banlieue industrielle a donné à ceux qui l'ont choisi. De l'espace, du foncier, des ouvriers disponibles, des voies d'eau. C'est un échange utilitaire, pas romantique. Mais c'est aussi ce qui fait l'histoire des villes. Alexis Godillot, un nom devenu un mot, une manufacture devenue un souvenir, une fortune bâtie sur les guerres d'un siècle et sur les pieds de centaines de milliers de soldats qui n'ont jamais su de qui venaient leurs chaussures. Il incarne quelque chose de très français, cet industriel du 19e siècle qui n'est ni tout à fait un héros, ni tout à fait un villageois, qui fait ce que le régime lui demande, honnêtement ou presque, avec talent et opportunisme mêlés, et qui laisse derrière lui quelque chose de plus durable que son propre souvenir. Un mot dans la langue, des ateliers dans une banlieue, des routes tracées pour les entreprises qui viendront après lui. Saint-Ouen a connu beaucoup d'hommes comme lui, des bâtisseurs utiles, pas toujours propres, pas toujours mémorables, mais nécessaires. Des hommes qui ont fait la ville dans son sens le plus concret. Le prochain épisode nous emmènera loin des hangars et des cuirs tannés. Nous parlerons d'un homme qui a souffert sur 2 roues, qui a pédalé pendant des jours et des nuits sans dormir, et qui a inscrit son nom dans l'histoire du sport français
à une époque où le cyclisme était encore une aventure de pionniers. Charles Théron, le vainqueur du premier Paris-Brest-Paris, sera notre prochaine figure de Saint-Ouen.